Décryptage d'un secteur d'activité à travers l'expérience de terrain, à travers l'analyse d'un chef d'entreprise. Aujourd'hui, on va parler de l'un des emballages les plus connus au monde. C'est la brique alimentaire qui permet de conserver le lait, les jus de fruits, les sauces et bien sûr de les transporter en toute sécurité. On va en parler avec Sarah Nerbonne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice marketing pour le groupe Tetra Pak en France et au Benelux. Groupe suédois fondé en 1951. D'abord, quelques mots sur le succès de la brique alimentaire. Elle a 70 ans et on l'utilise toujours. Comment est-ce que vous expliquez ce succès incroyable? Tout à fait, il y a 70 ans, Tetra Pak innove avec sa brique alimentaire, donc le premier emballage en carton. Et le but étant, avec cet emballage, d'optimiser au maximum la consommation et la livraison, pour que ce soit un emballage qui puisse coûter le moins possible à la planète, mais aussi aux industriels qui l'utilisent. Qu'est-ce qu'on y met dedans? Je parlais du lait, du jus de fruits, mais est-ce qu'il reste encore des terrains à conquérir? Oui, alors du lait, du jus, on va dire que ce sont les catégories de produits qu'on a le plus emballés et qu'on emballe encore beaucoup aujourd'hui, mais il y a des nouveaux produits comme les alternatives au lait, par exemple, les laits d'avoine, les laits de soja. Le vin? Le vin aussi un petit peu. Même si en France, c'est un petit peu du mal à se développer. C'est un peu plus compliqué, mais un peu de vin de table en rayon. Depuis 70 ans, évidemment, la brique, elle a changé. L'un des grands chantiers, c'est de la rendre plus facilement recyclable. Qu'est-ce qu'il y a comme innovation, comme changement qui permettent de recycler un peu mieux cette brique? Aujourd'hui, la brique alimentaire est très facile à recycler. Dans le monde, il y a à peu près 175 recycleurs de briques alimentaires. La brique bénéficie de sa propre filière de recyclage. Donc en fait, on a une brique qui est aujourd'hui multimatériaux. Elle est multimatériaux afin de protéger le produit qui est à l'intérieur. Donc on va avoir une séparation de ces matériaux lors du recyclage et ensuite un traitement de ces différents matériaux dans des filières distinctes. Mais les nouvelles briques bénéficient d'innovation. Alors dans nouvelles briques, en fait, il y a deux conditions absolument à respecter. La première, c'est la sécurité alimentaire du produit qui est contenu par la brique. Et la deuxième, effectivement, c'est la limite de l'impact environnemental. Et ça passe notamment par la facilité de recycler la brique. Donc, des matières différentes? Alors, les matières qui sont mises sur le marché, même innovantes, vont toujours être développées avec la compatibilité avec les filières de recyclage. Pourquoi est-ce que les bouchons attachés qu'on trouve sur certaines briques sont un atout sur le plan environnemental? Il y a probablement une raison. Oui, tout à fait. Les bouchons sont un composant qui est assez léger, assez volatile, et qui donc, lors de la mise à la poubelle par un consommateur ou lors du transport de la poubelle vers un centre de tri et de recyclage, peuvent se perdre. Est-ce que ces briques recyclables, elles sont plus chères à produire? Aujourd'hui, une brique est de toute façon recyclable. Qu'elle soit développée avec un matériau, on va dire, standard ou avec une innovation. On va parler de la sécurité alimentaire. Évidemment, c'est quelque chose de très important. On a l'impression que les exigences des consommateurs sont encore plus élevées depuis la crise sanitaire. Vous l'avez ressenti comme ça? Oui, en effet, pendant la crise sanitaire, il y a eu énormément de ventes de produits dits à durée de conservation longue aussi, de manière à avoir chez soi des produits qu'on puisse garder pendant longtemps. Et donc, à ce moment-là, un produit emballé et conservé dans un emballage carton est extrêmement utile. Parce que grâce à un système de conditionnement en milieu aseptique, ainsi qu'un emballage multicouche qui permet une bonne conservation du produit dans le temps, sans avoir besoin d'ajouter de conservateur dans le produit. C'est important. Voilà. Ouais. Depuis 70 ans, j'imagine que les techniques ont évolué pour conserver les aliments, pour assurer leur sécurité. Depuis 70 ans, on a toujours un emballage qui est multimatériaux et multicouches. Ce qui est important, en fait, c'est de réussir à protéger un produit de potentiels intrants qui vont être généralement l'oxygène et la lumière. L'oxygène et la lumière, ça va venir altérer un produit assez rapidement. Et c'est à ça que servent les couches de l'emballage. Et on va le préciser, pour ceux qui adorent les jus de fruits en bouteille transparente, les vitamines se conservent beaucoup mieux dans un emballage opaque. J'aimerais qu'on parle de vos implantations industrielles, puisqu'à l'origine, vous êtes un groupe suédois, mais vous avez une grosse implantation en France, des usines à Dijon, Châteaubriand et Le Mez-sur-Èvre. Qu'est-ce que vous y produisez? Ce sont 3 usines identiques ou elles ont chacune leur spécificité? Elles sont chacune différentes. Bon, il y a 4 sites en fait. Il y a le siège à Paris. Et puis, à Le Mez-sur-Èvre, c'est en fait un site qui produit des équipements de conditionnement. Et ensuite, à Dijon, on a une papeterie qui fabrique les emballages. Et à Châteaubriand, un site qui produit les bouchons. Ce qui nous permet d'avoir l'intégralité de la brique
produites en France. Et d'ailleurs, à Châteaubriand, on a récemment investi 100 millions d'euros pour en faire l'usine qui produit les bouchons attachés à la fois pour la France, mais aussi pour d'autres marchés européens. Vous parlez d'investissement, c'est quoi le futur de la brique? Aujourd'hui, une brique classique est composée, je vais parler d'une brique d'1 litre, elle est composée en moyenne de 75% de carton, de 20% de plastique et de 5% d'aluminium. Aujourd'hui, c'est une structure qui fonctionne, donc qui permet de conserver les produits dans le temps. L'ambition future, c'est de réduire au maximum l'empreinte environnementale d'un emballage. Ça veut dire quoi? Utiliser moins de matière, c'est ça l'enjeu? Par exemple, utiliser moins de matière, mais surtout réduire l'impact CO2. Et pour ça, on peut directement remplacer certains des composants de la brique par des composants plus vertueux. Le plastique, par exemple, est traditionnellement d'origine fossile. Une brique alimentaire contient déjà 3 à 4 fois moins de plastique qu'un emballage plastique traditionnel. Ça, déjà, ça permet de limiter l'empreinte carbone. Après, si on va remplacer ce plastique fossile, qui est dans la brique à hauteur de 20%, par du plastique d'origine végétale, donc renouvelable, on vient encore limiter l'impact de la brique de 15 à 30% en fonction du format. Il y a une autre chose qu'on peut aller améliorer, qui est justement cette couche d'aluminium. Oui. Elle représente que 5% du poids, mais en réalité, elle représente 30% de l'empreinte CO2 de l'emballage. Donc, en la retirant, on arrive à vite réduire l'empreinte carbone de l'emballage. Est-ce qu'il y a d'autres pistes sur lesquelles vous travaillez pour faire évoluer cette brique? Tout à fait, on vient d'annoncer le remplacement justement de cette couche d'aluminium par une couche à base de fibres. L'intérêt de remplacer cette couche d'aluminium, c'est de réduire l'empreinte CO2 de l'emballage. Ce que va venir faire la fibre à ce niveau-là, c'est, au lieu de remplacer cet aluminium par du plastique, la remplacer par de la fibre, ça permet de réduire encore plus l'empreinte de l'emballage. En plus de ça, la fibre est extrêmement bien valorisée par les recycleurs. Donc on vient finalement augmenter la valeur de la brique pour les recycleurs. Et on est gagnant sur tous les tableaux. Exactement. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci d'être venue en plateau. Sarah Nerbonne, directrice marketing du groupe Tetra Pak pour la France et le Benelux. À bientôt pour un nouveau décryptage.